Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous pour un peu partager une passion et en même temps aussi un job dans l'e-commerce. Je propose de commencer maintenant puisque le timing est un peu serré par rapport à toute une série d'autres intervenants. Alors je me présente rapidement. Donc, je suis Damien Jacob. Je suis un franco-belge. Franco-belge en tant que personne, mais aussi au niveau du business, puisque je dirige un cabinet conseil qui est physiquement installé en Belgique, mais qui est aussi actif au Grand-Duché et en France. Donc c'est un cabinet conseil, ce n'est pas une agence web, dans le sens qu'on accompagne des entreprises à grandir, à se lancer dans l'e-commerce et aussi à grandir, à être rentables dans leur business, dans différents aspects. C'est à peu près 2 tiers de mon activité, et puis un autre tiers de mon activité, c'est de donner des formations, des cours, et j'ai le plaisir depuis maintenant quasiment plus de 10 ans de donner cours au master de commerce électronique à l'université de Strasbourg, et je donne aussi des formations et des cours au Grand-Duché et en Belgique. Alors, je vais parler avec vous d'un sujet qui est assez clé dans la réussite d'un projet d'e-commerce. On pense évidemment toujours à attirer des visiteurs sur son site. On le sait, c'était un enjeu évidemment d'avoir des gens qui viennent voir notre offre. Mais un autre défi que l'on doit mener en parallèle pour réussir en e-commerce, c'est évidemment faire en sorte que les gens, quand ils sont sur notre site, aient envie de mettre un produit dans le panier et aient envie de le valider. Parce que c'est à ce moment-là seulement qu'on va pouvoir dire notre activité génère du chiffre d'affaires et probablement une rentabilité. Alors, donc ici, c'est le parcours client un peu classique que vous connaissez probablement, les différentes phases. Et ensemble, on va surtout s'intéresser à cette phase-là, donc qui est de donner envie d'acheter le produit, mais surtout qu'il aille le client potentiel valider son achat. Et vous le savez certainement, il y en a qui font déjà de l'e-commerce ici, qui vendent déjà en ligne. Ah bah ça va. Donc, je ne vous apprends rien. Vous savez que malheureusement, il y a beaucoup d'abandon de panier. Que quelque chose qu'on n'imagine pas trop en magasin physique, ça se fait vraiment très très fréquemment. Très fréquemment, vous avez une petite... dans ceux qui sont présents, s'il y en a qui ont envie de dire quel est un peu le pourcentage qu'ils rencontrent d'abandon de panier? Non. Voilà, le taux de conversion, donc le pourcentage de clients par rapport au nombre de visiteurs, il est souvent entre 2 et 3%. Donc 3% la plupart du temps, ça dépend un peu de votre secteur d'activité, mais 3% c'est plutôt bon. Et on arrive souvent malheureusement à avoir des gens qui nous contactent et qui n'ont même pas 1% de taux de conversion. Et là, c'est souvent beaucoup plus problématique. Mais parfois, c'est aussi la concurrence qui fait que c'est pas facile augmenter. Et l'abandon de panier, il est de l'ordre en moyenne de 70%. Donc, c'est une moyenne. Il y en a qui arrivent à 90% malheureusement de taux d'abandon de panier. Et il y en a qui arrivent à limiter à 50%. On va un peu comprendre pourquoi et surtout de quelle manière on peut essayer de diminuer ce taux d'abandon de panier. Alors pourquoi il y a plus d'abandon de panier en ligne qu'en magasin physique? C'est évidemment que c'est beaucoup moins engageant de mettre un produit dans le panier. Quand on le fait virtuellement, ça on le perçoit tous. On se dit, oh, on met ça, mais il n'y a personne qui le voit. On ne ferait pas ça en magasin physique. On ne va pas remplir son caddie chez Cora ou chez Leclerc et puis arriver devant la caisse et se dire, oh, finalement, je laisse tout tomber. Alors, un peu une drôle de tête tout le monde va un peu se poser des questions par rapport à nous. En ligne, on ne se gêne pas. Mais il y a aussi un autre élément qui joue et qui est probablement un élément sur lequel on peut jouer pour, en tant qu'e-commerçant, faire diminuer ce taux d'abandon, c'est essayer de comprendre psychologiquement pourquoi on abandonne ce panier. Et on abandonne surtout parce que quand on achète en ligne, par rapport au magasin physique, on a toute une série d'angoisses. En magasin physique, on voit directement le vendeur, on peut lui poser des questions, on touche le produit, on ne fait pas que le voir, on peut parfois le sentir, le goûter. Je vais prendre des chocolats par exemple. Donc il y a toute une série de produits sur lesquels on a une bonne connaissance du produit quand on est en magasin physique. En ligne, on n'a que la vue pour nous influencer. On a un seul sens sur les 5 que nous avons pour nous convaincre d'acheter le produit. Et donc on peut avoir des craintes que les photos soient truquées, qu'elles soient un peu trop belles par rapport à la réalité. Et donc, ça fait déjà un élément qui va faire qu'on a peur de valider le panier. Un autre élément, donc, c'est l'absence de contact direct avec le vendeur.
la crainte de devoir donner des données personnelles, de donner des données de paiement, la crainte de commander et de ne pas forcément recevoir le produit, puisque en ligne, c'est asynchrone, tandis qu'en magasin physique, on paye et on retire directement le produit du magasin. Donc il n'y a pas cette angoisse de payer à l'avance et de ne pas être sûr de recevoir le produit. Et il n'y a pas non plus encore la dernière angoisse, qui est le service après-vente, où quand on est en magasin physique, on sait normalement que si on a un problème, on peut se retrouver, revenir chez le vendeur et se plaindre. En magasin en ligne, on a toujours un peu la crainte de se retrouver avec des problèmes pour trouver une solution. Enfin, on aura des difficultés à trouver une solution quand on rencontre des problèmes. Donc c'est en grande partie ces éléments-là qui vont faire que le taux d'abandon de panier en ligne est très fort, est très élevé par rapport à ce qu'on peut trouver en magasin physique. Magasin physique, pour vous donner l'idée, vous parliez de 3% de taux de conversion en ligne. C'est le taux qu'à peu près le groupe Fnac Darty. Donc en ligne, c'est à peu près 3% qu'ils ont de taux de conversion. En magasin physique, le taux, il est de 35%. C'est pas 100%. Hein. On est tous conscients que parfois on entre dans un magasin et on n'achète pas, évidemment. Hein. Et surtout si on tient compte individuellement de chaque acte. Hein. Mais vous voyez que le taux de conversion, il est 10 fois moindre en magasin en ligne qu'en magasin physique pour la même enseigne. Heureusement, évidemment, il y a beaucoup plus de visiteurs dans un magasin, dans la Fnac, Fnac.com, que dans un magasin isolé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour diminuer ce taux d'abandon de panier? C'est jouer sur ces 5 angoisses que je viens d'expliquer. On va un petit peu les voir chacune après l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner confiance, pour éviter que l'internaute, quand il a mis le produit dans le panier, se pose la question, est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Alors, on va commencer par la première angoisse, c'est la crainte d'acheter un produit qui ne nous convient pas, d'être un peu trompé sur la marchandise. Alors, je vais être un peu provoquant avec cette photo-là. Ça, c'était ce qui était sur les réseaux sociaux. Et à droite, c'est ce qu'on a reçu. Et on a un peu tous peur, inconsciemment ou consciemment, de se retrouver dans ce genre de situation où on n'a pas tout à fait ce qu'on nous a gentiment bien mis en valeur sur le site web. Et comme on n'a pas la possibilité de toucher, là, en touchant le produit, on aurait peut-être dit non, c'est pas la qualité indiquée, ça m'a l'air un peu du plastique, ça n'a pas l'air d'être très soyeux, très élastique, la couleur, il y a un problème. Voilà, il y a encore d'autres éléments qui pourraient jouer, mais c'est ça qu'on a inconsciemment. Donc il faut vraiment lever ces craintes. Et je vous ai montré un exemple excessif, mais voilà un e-commerçant qui nous a contactés, et ça nous a bien fait rire. Il s'étonnait pourquoi il n'arrivait pas à vendre ces produits-là. Il n'a mis qu'une photo, aucune information concrète, comme vous voyez. Même pas la taille. Il ne faut pas s'étonner qu'évidemment, dans ces conditions-là, on ne vende pas. Ou les gens mettent parfois le panier parce que la photo est jolie, ils se disent oh oui, j'avais envie de savoir ce petit bonnet péruvien. Puis après, ils se posent la question, est-ce que c'est vraiment bien censé d'acheter ce produit-là? Est-ce que je ne vais pas être trompé sur la matière, sur les couleurs? Alors, qu'est-ce que je peux vous recommander? C'est de vraiment bien soigner la première impression et de ne pas rester dans l'idée que la première impression, l'internaute se la fait sur la page d'accueil. La plupart des sites e-commerce, la page d'accueil est parfois la page la plus visitée sur le site, mais elle dépasse rarement les 10%. Je ne sais pas dans la situation de ceux qui gèrent un site e-commerce, mais ce n'est pas la page la plus stratégique. En fait, toutes les pages produits sont des pages stratégiques. Il faut soigner toutes parce qu'elles peuvent être potentiellement toutes des landing pages, des pages d'arrivée de visiteurs. Donc soyez très attentifs à cela et essayez par l'image, mais aussi par le texte, de stimuler les sens de l'internaute, de décrire les choses de telle manière que l'internaute soit un petit peu stimulé, peut-être qu'il puisse presque, avec une belle photo d'un chocolat, de saliver, se dire j'ai envie d'avoir ce chocolat, montrer une belle photo de tissu aussi qui donne envie du produit. Alors, le visuel est très important. Mais je vais vous dire un petit secret, il y a beaucoup d'e-commerçants à qui on leur raconte, ah oui, maintenant sur Internet, les gens, il leur faut une belle photo et ils achètent. Il leur faut une belle photo pour mettre le produit dans le panier. La belle photo sur le web, ça séduit. Mais qu'est-ce qui va convaincre
de commander, ben, c'est le texte. Donc ne négligez vraiment pas le texte. La plupart du temps, c'est ça qui est mal fait. Alors parfois, il y a des sites qui, au niveau visuel, sont insuffisants, mais soignez vraiment bien le texte. Alors ici, voilà quelqu'un qui vend de l'eau micellaire, mais regardez toutes les informations. Il y a du visuel, évidemment, mais c'est un produit auquel on peut se poser beaucoup de questions, et donc il y a beaucoup de texte. Dites-vous qu'il faut parfois en mettre un peu plus que ce qui va être réellement lu. Parce que l'internaute, il va vite faire son choix. Il va dire, oh, ça je sais, ça ne m'intéresse pas, ou c'est trop long, je ne lis pas. Mais avoir plus d'informations est nettement plus intéressant que d'en avoir pas assez. Parce que pas assez, ben, l'internaute, il ne va pas pouvoir poser des questions à quelqu'un. Enfin, ça va être compliqué. Il risque de reporter son achat. Donc faites en sorte qu'il ait toute l'info tout de suite. Vous allez être la plupart du temps gagnant en ayant cette stratégie-là. Quelqu'un qui vend des matelas. C'est une société allemande qui se développe vraiment beaucoup à l'étranger, qui fonctionne d'ailleurs très bien en France, en Belgique. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle explique comment sont fabriqués ces produits, toutes les informations pour le choix de détails, montrer comment ça va être livré. On va avoir une fiche produit très très détaillée. Parce que, évidemment, c'est un peu anxiogène d'acheter un matelas sur le web. On n'a pas pu l'essayer, hein, clairement. Et donc, il faut rassurer. Donc, n'hésitez pas à être parfois peut-être un peu austère. Là, c'est peut-être un peu austère, mais je pense que c'est même voulu dans la communication de montrer qu'on est sérieux. Donc, investissez dans des photos de qualité. C'est souvent un poste de dépense qui est très rentable. Faire appel à un photographe ou si vous avez vraiment des produits récurrents, investissez dans une petite cabine qui arrive automatiquement à prendre des photos de qualité. Il y a ce genre de cabine peut... c'est des budgets de l'ordre de 500 euros, 1000 euros, et ça peut faciliter la prise régulière de photos. Hein. Alors, si vous avez un peu plus de moyens et si votre produit s'y prête, n'hésitez pas à utiliser les possibilités de réalité augmentée, hein, et de permettre virtuellement à un internaute de s'imaginer comment ce fauteuil va se retrouver dans son appartement. Donc avec son smartphone, il prend à côté de son appartement, il voit surimprimé le canapé, le fauteuil. Hein. Donc ça aide évidemment l'internaute à bien se rendre compte, est-ce que je prends un produit de la bonne dimension, est-ce que ça va bien s'intégrer avec mon design, le design de mon appartement. Ça va créer la confiance et donc ça va vraiment éviter de reporter son achat. Alors en présentant le slide précédent, vous avez peut-être pensé à des sociétés comme Ikea. Alors, la tactique d'IKEA que vous connaissez certainement dans les magasins physiques, c'est de vous faire parcourir un long chemin jusqu'aux caisses. Ça marche très bien en magasin physique, ça, parce qu'on est un peu contraint de suivre ce chemin-là. Ne faites vraiment pas du tout cette approche-là sur le web. Au contraire, faites en sorte que ce soit facile de passer commande, que l'internaute n'ait absolument à aucun moment l'impression de perdre du temps. Ça, il n'aime pas perdre du temps, même s'il en perd. Hein. On est tous d'accord que quand on fait un achat en ligne, ça se fait rarement en 30 secondes. Hein. Mais il ne faut pas du tout qu'il ait l'impression que sur votre site, c'est compliqué de passer commande. Hein. Alors là, c'était pour le quoi. Le qui. Le qui, c'est la question, qui est derrière la boutique en ligne? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Est-ce que c'est pas un escroc? On se pose tous cette question-là. Et le confinement a fortement augmenté les escroqueries dans ce domaine-là. Et vous avez probablement des proches qui se sont fait avoir en achetant en ligne sur des sites absolument pas sérieux, complètement parfois bidons. Et donc, c'est une raison souvent d'abandon, on l'a remarqué. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen pour relever cette angoisse? C'est pareil, communiquer avec du visuel et avec du texte. Donc évidemment, le texte est très important, mais le visuel aussi. Donc ça vaut la peine, même si vous êtes un auto-entrepreneur, de vous montrer. Ça donne confiance de voir une tête, un visage, comme dans un magasin physique. On va parfois dans un magasin physique modeste et on est rassuré, content de voir une personne qui tient la boutique. Et ben en ligne, c'est pareil. Ne faites pas en sorte que ça soit trop... il ne faut pas que ça soit impersonnel. Voilà un autre exemple de quelqu'un qui s'est lancé dans la vente de café. Et la start-up, là, elle communique vraiment en mettant des visages, en expliquant son histoire, en faisant un peu de storytelling pour rassurer celui qui achète la première fois. Cette page-là,
sur beaucoup de sites e-commerce, la page Qui sommes-nous est la page la plus fréquentée. Parce que c'est le réflexe. On va mettre un produit dans le panier, puis à ce moment-là, on va se poser la question, qui c'est derrière? Et on va jeter un coup d'œil, tiens, on va un petit peu jeter un coup d'œil, qui est le vendeur? Donc, n'hésitez pas à soigner cette page-là. Il y a des pages sur des sites d'e-commerce où c'est marqué page en construction. Bon, évidemment, si vous êtes dans ce genre de situation, ça ne donne pas du tout confiance. Alors, on peut aller évidemment un peu plus loin et jongler avec les avis consommateurs. Alors, maintenant, le consommateur est bien conscient que malheureusement ces avis-là peuvent être manipulés, peuvent être truqués. Donc ne basez pas toute votre stratégie là-dessus, mais ça va être un complément qui va s'ajouter dans votre communication pour donner confiance sur qui vous êtes, sur le fait que vous avez un certain recul de votre activité d'e-commerce. Alors, troisième angoisse, c'est un peu sur la sécurité. Sécurité des moyens de paiement, sécurité des données personnelles. Ça, c'est peut-être une angoisse que vous avez en tant que consommateur. Certains l'ont très fortement, d'autres beaucoup moins. Il y en a qui ont très confiance, n'ont aucun souci à mettre leurs données personnelles et leurs données bancaires, et puis il y en a d'autres, c'est tout à fait le contraire. En matière de données bancaires, la meilleure approche que vous pouvez avoir, c'est de multiplier les moyens de paiement. Donc de proposer vraiment, de laisser le choix au consommateur du moyen de paiement qui lui convient. Et ayez surtout ça en tête si vous voulez vous développer à l'international. Parce que bon, la France, c'est peut-être un marché relativement simple au niveau des moyens de paiement. La carte bancaire est le moyen de paiement de loin dominant. Mais dès que vous sortez des frontières françaises, ben là, vous allez devoir proposer d'autres moyens de paiement. Donc, adaptez bien votre site e-commerce pour proposer ces autres moyens de paiement. Il y a certains moyens de paiement qui sont vraiment propres à un marché. On va prendre l'Allemagne, hein, pas loin d'ici. Bon, ils sont tout à fait habitués, eux, à la méthode qui est plutôt rare ailleurs en Europe, qui est le prélèvement SEPA. Donc, ils payent sur facture, de façon parfois automatique. Donc, ça peut être c'est vraiment ce qu'on appelle aussi la domiciliation. On paye une facture à l'e-commerçant sous forme d'un mandat. On a accordé le droit à l'e-commerçant de venir se servir sur notre compte. C'est le moyen de paiement numéro 1 en Allemagne. Mais il faut savoir qu'il y a un petit revers à la médaille quand on est commerçant, c'est que ces mandats-là sont répudiables, de façon même rétroactive. Donc si vous êtes un mauvais commerçant, vous ne respectez pas vos engagements, l'acheteur il a un sacré moyen de pression qui est d'aller simplement contacter sa banque et dire cette opération-là, veuillez l'annuler. Et la banque est obligée d'exécuter. Et donc vous, en tant que vendeur, l'argent qui a été mis un moment sur votre compte, il est récupéré par la banque. Et c'est à vous, évidemment, à montrer que vous avez respecté vos engagements pour que la banque vous recrédite le montant contesté. Hein. Donc c'est ainsi que vous pouvez faire du commerce en Allemagne. Dans d'autres pays, je ne vais pas détailler cela, j'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière, mais vraiment adapter vos moyens de paiement en fonction des pays. Hein. Ne forcez pas les gens à créer un compte. La plupart du temps, créer un compte est inutile. Et dans la tête du consommateur, créer un compte, ce n'est pas intéressant tant qu'il se dit « je vais acheter qu'une fois ». Et pour qu'il ait envie d'acheter, qu'il se dise « ça vaut la peine de créer un compte », c'est quand il sera convaincu que vous avez proposé un bon service et qu'il a envie de revenir chez vous, qu'il va se dire « ah oui, j'aurais dû créer un compte ». Donc au début, créer un compte pour l'acheteur, ce n'est pas utile. Donc ne forcez pas. Une fois qu'il a acheté chez vous, qu'il est content, mais alors recontactez-le et dites-lui, il y a moyen de créer un compte, il y a moyen de voir votre historique d'achat, il y a moyen de faciliter la recommande. Et là, à ce moment-là, il va dire, c'est une valeur ajoutée d'avoir un compte. Mais au début, ne forcez vraiment pas cela. C'est un moyen d'abandon de panier qui peut parfois être de 50%, qu'on voit sur certains sites. Hein. Donc ici, voilà quelques exemples de sociétés qui gèrent très bien tous ces éléments-là, ne rajoutent pas des frais supplémentaires dans le processus de commande. Donc, ne créez pas de mauvaises surprises qui va être l'élément déclencheur d'un abandon de panier. Donc, un mode invité, c'est quelque chose à prévoir sur votre site e-commerce. Hein. Il y en a qui travaillent déjà avec ce genre de mode invité, oui. Voilà, encore un e-commerçant ici local, hein, où c'est clairement indiqué, on valide, passer à l'étape suivante, et possibilité donc de se connecter à un compte ou de commander directement. Hein.
Quatrième angoisse, c'est la livraison. La crainte de commander, de payer et de ne pas recevoir. Encore une fois, communiquez bien pour rassurer. Ici, je suis sur ce site où tout est bien clair, l'information de livraison, de facturation, les différents modes de livraison me sont proposés avec les conséquences financières, qu'est-ce que ça va engendrer comme coût. Et si je choisis par exemple livraison par point relais, on va tout de suite m'afficher une petite carte de l'endroit où je me situe et me permettre de choisir le point relais. Tout ça, ce sont des éléments qui vont rassurer le consommateur, se dire je n'aurai pas de mauvaise surprise au niveau de la livraison, tout a l'air d'être bien rodé. Et c'est ce qu'il a envie d'avoir comme message. Alors vous savez, la Belgique est un des pays de la bière. Et on a le plaisir d'accompagner une société qui s'appelle lesbièresbelges.be, qui vend des bières, mais il avait comme crainte que, évidemment, les bières n'arrivent pas en bon état chez le consommateur. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Vous voyez, il faut communiquer, il faut montrer de quelle manière le produit va être emballé, il faut rassurer, montrer qu'on a prévu un emballage tout à fait spécifique. Et les craintes des consommateurs étaient justifiées parce que quand il a lancé son activité, il y avait malheureusement pas mal de cartons qui étaient endommagés. Et donc, il a fallu trouver un livreur et acquérir un emballage tout à fait spécifique pour emballer correctement ces petites bouteilles de bière qui sont très fragiles proportionnellement à leur poids. Donc, n'hésitez pas à bien expliquer cela. Et si vous avez une démarche aussi éco-responsable, précisez-le bien pour indiquer que vous partagez certaines valeurs en la matière, en indiquant le type de produit de calage, par exemple, que vous utilisez. Communiquez aussi sur la garantie que vous pouvez offrir. Et un élément très utile, c'est la foire aux questions. C'est ce qui remplace l'échange que vous pouvez avoir en magasin physique entre le client et vous comme vendeur. Comme cet échange-là ne pourra pas se faire de façon synchrone en ligne, vous risquez de perdre des ventes si le consommateur n'a pas une réponse aux questions qu'il peut se poser. Donc, autant que possible, déjà, dans le texte de la fiche produit, indiquer les questions les plus courantes et puis les questions moins courantes, vous pouvez les regrouper dans un endroit où l'internaute va faire un petit effort pour rechercher la solution qui lui convient. Voilà, alors le dernier point d'inquiétude, d'angoisse que les acheteurs peuvent avoir, c'est sur le service après-vente. Qu'est-ce qui va se passer si j'ai un problème, si le produit n'est pas conforme à mes attentes? Alors, comment règle cette problématique la société qui vend des matelas? Déjà par un slogan. Elle dit « Essayez les matelas pendant 100 jours ». Donc, dans la tête de la personne, 100 jours, c'est énorme. Et si vous n'êtes pas convaincu qu'on a un bon produit, vous pouvez le ramener sans frais. C'est du marketing, c'est évidemment de la réalité aussi derrière, mais cette bonne communication rassure énormément d'internautes qui va se dire « je ne prends pas de risque, je vais avoir un matelas et si je vois que ça ne me convient pas, je peux me faire rembourser ». En fait, il y a très peu de gens qui exercent ce droit de rétractation, mais légalement, il est obligatoire. Déjà, vous êtes obligé de l'accorder 14 jours. Alors, 14 jours pour un matelas, ça peut paraître insuffisant. Et donc, communiquer en mettant 100 jours, ça change tout pour l'internaute. Il va se dire, oui, pourquoi je ne ferai pas, je ne prendrai pas, j'achèterai pas un matelas en ligne. C'est comme ça que cette société-là est en train de grappiller énormément de parts de marché sur les magasins physiques. Et on va entendre dans les prochains mois, prochaines années, des magasins physiques qui vont dire « Oh, ça ne marche plus, les gens n'achètent plus de matelas. » Oui, ils n'achètent plus de matelas en ligne, ils achètent des matelas en ligne maintenant. C'est un des domaines qui a le plus, dont la croissance a été la plus forte aux États-Unis avant la pandémie. C'est ce créneau des matelas. On avait des taux de croissance de 20%. Donc c'est parfois les produits les plus difficiles a priori à vendre en ligne qui maintenant évidemment peuvent se développer. Alors vous connaissez peut-être pêcheur.com? C'est une success story française, une société qui est installée dans l'Allier, près de Vichy, et qui s'est fortement développée. Elle fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en étant spécialisée dans la pêche, la chasse, tout ce qui est loisirs en plein air.
Et elle s'adresse donc à une clientèle qui est peut-être un petit peu sociologiquement conservatrice, hein, un petit peu méfiante, assez âgée, hein, les pêcheurs, les chasseurs, bon, c'est quand même pas une clientèle de jeunes, en bonne partie en tout cas. Et donc c'est des gens qu'il fallait vraiment prendre par la main pour qu'elles osent acheter en ligne. Et une bonne manière de communiquer vers ces personnes-là, c'est leur donner des slogans simples, sur lesquels il n'y a pas d'ambiguïté. Alors regardez ici, c'est marqué retour gratuit pour tous. L'étiquette de retour est déjà dans votre colis, vous n'avez plus qu'à la coller. C'est des marketing, ça. Hein, et ça marche. L'internaute lit ça. Il se dit, si le vendeur met l'étiquette de retour dans le colis, c'est qu'il n'y a vraiment aucun problème pour retourner le produit. On ne va pas m'empêcher de retourner le colis, puisque j'aurai plus qu'à la coller, l'étiquette. Et voilà, la personne va valider l'achat en se disant, il ne peut rien me passer, je ne peux rien avoir comme problème. Ça ne coûte pas grand-chose de mettre ça. Ça va évidemment un peu coûter parce qu'on risque d'un tout petit peu augmenter le pourcentage de retour si on met évidemment l'étiquette directement dans le colis. Mais quand on pèse le pour et le contre, je peux vous dire que c'est nettement plus intéressant de faire cela que de ne pas le faire. Donc, dans vos domaines d'activité respectifs, pensez peut-être de quelle manière vous pouvez lever les inquiétudes des consommateurs quand ils achètent en ligne. Il y a en général toujours une solution. Et des cabinets conseils comme le nôtre, on est en mesure d'un petit peu accompagner, aider à trouver des manières de diminuer ces taux d'abandon de panier. Et tous ces éléments-là, certains d'entre vous, je les avais peut-être entendu parler, peuvent être rassemblés dans ce qu'on appelle les éléments de réassurance. Ce sont tous des éléments qu'on va mettre sur notre site d'e-commerce, souvent en bas de page, pour rassurer l'internaute. Les bas de page, l'internaute n'y va pas normalement, sauf quand il a déjà mis le produit dans le panier et qu'il se pose des questions. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le rassurer, dire que tout va bien se passer. Et ici, vous avez 7 éléments qu'il est souvent utile de bien mettre sur son site web pour assurer. Voilà, je reprends l'exemple de l'armoire de Léo. Vous voyez ici en dessous du site web, il y a 4 éléments bien mis en évidence. Paiement sécurisé, commandé en toute sécurité, livraison partout en France. Évidemment, c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'on va pouvoir avoir le produit? Service client, à vos côtés, 7 jours sur 7. Échange ou avoir 14 jours pour changer d'avis. En fait, ça, c'est la loi qui l'impose. Hein. Mais c'est bien de le rappeler. Parce que, vous le savez, hein, il y a quand même des e-commerçants qui ne respectent pas la loi. Donc, si évidemment ça a l'air remis en évidence sur le site, psychologiquement, l'acheteur se dit bon, c'est un e-commerçant qui doit être sérieux, hein, il n'oserait pas le remettre clairement s'il ne le respectait pas. Alors, vous allez me dire, ça ne veut rien dire. Hein. Évidemment, il y a des gens qui ne le respectent pas et ils le mettent quand même sur leur site. Hein. Alors, il y a encore un petit plus que vous pouvez faire pour susciter non pas la levée des angoisses, mais au contraire passer à l'acte. C'est communiquer en disant que vous avez peut-être une offre avantageuse. Donc le port gratuit, évidemment, est un élément déclenchant d'un achat. Vous pouvez ne pas l'accorder systématiquement, mais l'accorder à partir d'un certain montant d'achat. Des réductions en cas d'achat multiple. Souvent, c'est un bon plan. Ça va permettre aussi d'augmenter votre panier d'achat. Des points de fidélité, hein, tout ce que vous pouvez avoir comme stratégie de fidélisation, c'est souvent très, très pertinent. Et on a des e-commerçants qu'on a accompagnés qui ont pu développer une stratégie de fidélisation qui a vraiment sensiblement augmenté la rentabilité. Parce que quand on a des clients qui achètent régulièrement sur le site et qui en plus achètent des gros paniers, c'est nettement plus rentable qu'un tas de petits paniers d'une trentaine d'euros où à chaque fois on a fait beaucoup d'efforts de marketing pour finalement avoir seulement 30 euros de chiffre d'affaires. Et parfois très très peu de bénéfices, voire même des pertes. Hein. Le retour gratuit, évidemment, on en a déjà un peu parlé, ça lève la crainte de problèmes. Et toute la communication autour que vous êtes en train de proposer une sacrée occasion qu'il ne faut pas filer, qu'il ne faut pas laisser filer, c'est des stratégies assez porteuses. Hein. Vous connaissez probablement tous Booking.com. Et sur Booking.com, vous avez très souvent des messages d'alerte
en rouge, c'est marqué attention, il ne reste plus qu'une chambre disponible pour cet hôtel-là. On appelle ça le stress marketing, hein. C'est une méthode qui est assez efficace évidemment pour pousser à l'achat. Alors, il y a attention qu'il faut respecter la loi, hein, donc on ne peut pas annoncer des choses qui ne sont pas vérifiables. Booking a eu des problèmes justement à un moment parce qu'il annonçait que tel hôtel était complet alors que l'hôtel n'est pas obligé de mettre toutes ses chambres en location sur Booking. Donc il faut faire attention à ce qu'on écrit, mais l'air de rien, psychologiquement, le consommateur, évidemment, si on lui dit que demain il n'y aura plus cet article-là, ben, il va se décider maintenant et pas demain. Voilà, j'espère vous avoir donné en 30 minutes toute une série peut-être de pistes d'amélioration de votre site en fonction de ce que vous avez déjà pour l'instant un petit peu comme taux de conversion. On a parfois un peu tendance parfois à reporter ces améliorations-là. Il faut parfois agir parce que ça a un effet de levier sur votre rentabilité, évidemment. Si plus vite vous mettez cela, plus vite vous allez avoir un effet normalement multiplicateur sur votre rentabilité quand on améliore sensiblement le taux de conversion, hein. Voilà, à votre disposition pour répondre à des questions que vous auriez là-dessus ou pour discuter en one-to-one sur ce qu'on peut faire pour améliorer la conversion sur votre site. Et je vous souhaite d'ores et déjà bonne suite de visite du Salon Gênes et au plaisir de vous revoir à une autre occasion. Petit détail, si vous voulez revoir cette présentation ou la télécharger, à partir de lundi, vous pourrez aller sur ce site-là. S'il y a un problème, vous pouvez taper .com à la place de .fr parce que ce matin, il y avait un petit souci technique pour l'afficher, mais vous pouvez avoir donc revoir la présentation et en rediscuter avec d'autres si vous le souhaitez à ce moment-là.